toujours dans l'introduction à la philosophie réaliste, parce qu'il s'agit bien de philosophie réaliste, donc celle qui vise à connaître la réalité telle qu'elle est, à s'y soumettre, eh bien, je voudrais aborder les différentes parties de la philosophie. Alors d'abord, quelques questions préalables. On demandait souvent au père Marie-Dominique Philippe, est-ce qu'il y a plusieurs philosophies ou est-ce qu'il y a une seule philosophie? Eh bien lui, il montrait le réel et il disait, est-ce qu'il y a plusieurs réels ou est-ce qu'il y a un seul réel? Et c'était une façon amusante de répondre. Saint Thomas d'Aquin, lui, il donne une réponse un petit peu plus développée. Il dit en fait que on peut distinguer dans le mot vérité deux sens. Il y a d'abord la vérité ontologique. Ontologique, c'est un terme grec qui veut dire la vérité de l'être, l'être lui-même. Par exemple, si je montre cette vidéo, elle va me servir d'exemple, j'ai pris ce petit objet-là, cette petite cassette vidéo, eh bien je dirais qu'il n'y a qu'une seule cassette vidéo, et c'est la vérité, si je veux l'étudier, elle est une. Ça sera la vérité ontologique, elle est dans l'être. Puis ensuite, il y a la vérité qu'il appelle la vérité formelle. Formelle, ça veut dire la vérité que j'ai formée dans mon esprit, pour bien connaître, par exemple, cet objet qu'est cette petite cassette. Et bien là, pour aborder cette cassette, il va y avoir forcément plusieurs axes. Par exemple, si je suis un passionné d'esthétique, je vais pouvoir me poser la question, quel est son design? Est-ce qu'elle est belle? Est-ce qu'elle a une forme économique? Par contre, si je la trouve dans 2000 ans, en faisant des fouilles archéologiques, et que je suis donc un passionné d'histoire, je vais la regarder selon un autre aspect. L'aspect de se souvenir du passé qu'elle rappelle, ce qui se passait dans les années 2000, etc. La même réalité, cette cassette, donc qui est l'unique vérité ontologique, peut donc être approchée par différents regards. Ces différents regards se complètent tous. Le premier, donc l'esthétique, et le second, l'aspect archéologique et historique, sont absolument pas contradictoires. Je dirais même que si je veux tout connaître de cette cassette-là, il faudra ces deux regards et il en faudra bien d'autres. Je peux l'étudier par exemple en chimie, en physique. Je peux l'étudier, je ne sais pas, parce qu'elle contient son contenu intellectuel ou son contenu s'il y a un film dessus, etc. Bref, le père Marie-Dominique, pour le signifier, disait la philosophie, c'est un peu comme ces carrefours qu'on voit en forêt. Il y a un seul carrefour central et de ce carrefour partent des dizaines d'avenues qui toutes rejoignent un seul centre, le centre en question. Donc la question que je pose, est-ce qu'il y a plusieurs philosophies ou une seule philosophie? Eh bien je répondrai qu'il y a fondamentalement une seule philosophie parce que tout ce qui, dans les diverses approches, qui peuvent être multiples, tout ce qui est réaliste, c'est-à-dire tout ce qui approche le réel, fait partie de l'unique philosophie. Donc, quand des philosophes se battent en disant, par exemple, si c'est un phénoménologue, on ne peut décrire que l'extérieur des choses, et qu'il est confronté à un aristotélicien qui dit « mais non, il faut analyser aussi profondément les causes ». Ben, souvent, ils n'ont pas de raison de se battre, ils ont simplement deux regards différents, complémentaires. Et il ne faut se priver ni de l'un ni de l'autre. Alors, toujours en préalable à ces parties de la philosophie, je voudrais donner une autre distinction qui vient aussi de saint Thomas et qu'il a pris chez Aristote. C'est pour mieux distinguer de manière épistémologique, et l'épistémologie c'est justement la science des sciences, celle qui donne un ordre particulier, une structuration entre les différentes sciences pour qu'elles soient bien ordonnées dans notre esprit. Et bien pour l'établir, toujours par rapport à cette unique vérité ontologique, donc là dans l'exemple que j'ai donné, c'est cette cassette, j'aurais pu prendre un être humain, j'aurais pu prendre un arbre, tout ce qui est réel m'intéresse. La distinction qu'il prenait, c'était la distinction entre, dans une science, l'objet matériel qu'elle étudie, et puis
la raison formelle par laquelle elle étudie. Alors c'est des termes complexes parce que là il faut connaître tout le langage aristotélicien, mais c'est très utile que je l'utilise puisque de toute façon ces vidéos sont faites pour le site drangélique.free.fr, donc comme introduction à la lecture de saint Thomas d'Aquin qui lui a un langage aristotélicien. Donc, je reprends cet exemple, si je veux étudier cette cassette et connaître tout ce qui la concerne, je vais pouvoir utiliser plusieurs sciences, donc plusieurs vérités formelles qui sont complémentaires pour former une seule vérité formelle, la connaissance au maximum de la réalité de cette cassette. L'objet matériel, c'est toujours dans le cas que j'ai pris, dans l'exemple que j'ai pris, cette petite cassette. Si je l'étudie en tant qu'elle est esthétique, qu'elle est belle, qu'elle a une certaine forme économique, qui a été pensée, il y a un design, c'est vrai, une petite boîte comme ça, eh bien, la raison formelle, en tant qu'elle est esthétique, c'est ce qui va structurer mon regard, c'est comme la voie qui mène à ce carrefour de forêt, la voie que je suis en train de prendre. La raison formelle va orienter un regard particulier, et dans le cas en question, ça va être le regard de l'art. Si je l'étudie en tant qu'elle est composée d'atomes et de molécules qui se structurent entre elles pour donner ce corps physique-là, c'est toujours le même objet matériel, c'est la cassette audio, la cassette vidéo. Mais la raison formelle, cette fois, c'est en tant qu'elle est structurée d'atomes et de molécules. C'est donc une partie de la physique. Cette partie de la physique, on l'appellera la chimie. Et c'est un regard philosophique qui est tout à fait différent du premier que j'avais indiqué. Et je peux en inventer des dizaines d'autres. À la rigueur, si je les trouve tous, si je les structure tous, avec un ordre, j'aurais fait un travail de philosophe, d'épistémologie. Ça veut dire que j'aurais manifesté les regards principaux qu'il me faut pour étudier entièrement cette cassette-là. Alors je ne peux pas l'étudier, par exemple, en tant qu'elle est vivante. Parce que justement, c'est un corps physique, un corps mort, fabriqué par l'homme. Par contre, si mon objet matériel avait été, par exemple, l'étude d'un être humain, là, j'aurais eu une partie, une approche, par une raison formelle particulière, j'aurais étudié cet être humain aussi en tant qu'il est vivant. Et donc je devrais trouver la totalité de ces regards, c'est ce qu'on va appeler les différentes parties de la philosophie. Elles doivent avoir un ordre intelligent. Parce que, évidemment, si j'en invente trop, si je vais dans tous les sens, et que je ne les mets pas en hiérarchie, ben je serai complètement perdu. Et donc l'épistémologie, cette science dont je parlais, va consister à ordonner ces différentes sciences entre elles pour obtenir les choses les plus claires, les plus limpides, les plus simples, pour avoir une pensée structurée. Quelles sont ces parties de la philosophie ? J'aurais pu me contenter de donner celle d'Aristote, que j'avais développée d'ailleurs un petit peu avant, puisque c'est celui qui a inventé la philosophie réaliste. Cependant, Aristote, il a étudié les choses il y a plus de 2000 ans. Et entre-temps, les choses ont véritablement progressé. Et comme je disais que le seul maître du philosophe, c'est le réel, eh bien si des données particulières permettent d'aller plus loin dans la connaissance du réel, elles doivent y être ajoutées. Eh bien la synthèse de tout ce qui avait été apporté, je l'ai trouvée dans une encyclique du pape Jean-Paul II, qui s'appelle « La lumière de la vérité », et où il établit la chose suivante. C'est aussi un grand philosophe, Jean-Paul II. Il dit, on constate que dans la réalité, il y a 3 sortes de phénomènes. Certains phénomènes se produisent tout le temps de la même façon, à 100%. Exemple, si cet objet matériel, donc cette cassette, je la fais tomber par terre, si je la lâche plutôt, il est certain à 100% qu'elle va tomber, attirée par la gravitation. Il n'y a pas de contre-exemple. Pour qu'il y ait un contre-exemple, il faudrait qu'une force autre la retienne, donc que j'ai caché un petit fil. Mais ça serait tricher. Si tu la lâches, elle tombe. C'est comme ça. Eh bien, il va y avoir une philosophie particulière qui va s'attacher à ce qui se produit tout le temps, universellement. Ce qui est absolument universel dans la nature des réalités. Par exemple, universellement, un être humain, il a une tête.
C'est pas possible autrement. Un être humain qui n'aurait pas de tête, c'est pas un être humain, c'est un cadavre. Donc, il va bien falloir que j'élabore des parties de la philosophie qui vont s'orienter avec cette raison formelle particulière qui est première, à savoir, c'est valable universellement. Eh bien, cette première approche, c'est celle justement qu'avait développée Aristote et que saint Thomas appelait la philosophia perennis, la philosophie éternelle. Pourquoi? Parce qu'elle est valable à toutes les époques, à tous les lieux, de tous les temps, indépendamment des circonstances. Si je dis un homme a une tête, c'est valable aussi bien au néolithique que ça sera valable dans 30 000 ans. C'est pas possible autrement. Alors ensuite, le pape dit, il y a certains phénomènes qui se produisent la plupart du temps. Ils ne sont pas donc universels comme les précédents, mais ils sont en général vrais. Exemple, si une maman propose à un enfant d'un côté un gâteau au chocolat et de l'autre des épinards, eh bien, en général, mais pas à 100%, peut-être à 80%, il se tournera vers... Je suis sûr que si on faisait un test en mesurant par une méthode scientifique le nombre de fois où il se tourne en premier vers les épinards, on obtiendrait un chiffre autour de 10%. Et dans 90% des autres fois, il se tournera vers le gâteau au chocolat. Seulement, si j'avais commencé à dire 100% des enfants se tourneront vers le gâteau au chocolat, je pense que je ne serais pas conforme à la vérité. Je n'ai pas fait le test, j'ai pris un exemple aléatoire, mais je suis certain qu'on est dans le domaine de la psychologie et qu'il y a des enfants qui préfèrent les aliments salés, même les épinards, au gâteau au chocolat. Il y a des enfants qui n'aiment pas les sucreries, qui sont rares, mais ils existent. Et donc, ça fait bien partie des phénomènes qui se produisent la plupart du temps, en général. On peut donc établir des lois et même se servir d'un outil mathématique comme les statistiques, les probabilités, mais ça ne fonctionne absolument pas comme le premier domaine, à savoir le domaine qui se produit à 100%, comme la chute de ce corps si je le lâche. Eh bien, il y aura forcément, puisque le réel est comme ça, une deuxième approche du réel. Une approche selon cette raison formelle-là, particulière, qui va compléter la première, qui ne va pas du tout s'y opposer. Et cette approche touche principalement les domaines de la psychologie humaine, de la sociologie, de la politique. Et donc, habituellement, on aura tendance à l'appeler davantage une philosophie pratique. Même si, depuis quelque temps, en physique, il paraît que ce genre de probabilité, de phénomènes qui ne se produisent pas à 100%, aurait été introduit par la physique quantique. Mais en tout cas, pour ce que j'en connais, habituellement, c'est plutôt justement le domaine humain, et peut-être même animal, qui va être touché par cela. Parce que là, il y a des différences particulières. On le voit aussi chez les animaux. Les chiens, qui descendent des loups, peuvent mordre, mais il y a des chiens qui ne mordront jamais. Il y a des chiens, on peut les torturer dans tous les sens, on peut s'amuser avec, jamais ils ne donneront un coup de dent. Si on leur fait mal, ils pousseront un cri pour pleurer. Eh bien, cette chose-là existe. Donc la psychologie animale humaine elle-même, elle ne se produit pas à 100% de la même façon. Enfin, dit le pape Jean-Paul II, toujours dans la même encyclique, il y a des phénomènes qui ne se produisent qu'une fois, qui sont individualisés. On ne peut pas les mesurer sous forme de loi générale, avec tant de pourcentage, parce qu'ils arrivent de manière unique et étonnante. Ils sont principalement dans le domaine de la liberté humaine et dans le domaine aussi des hasards fantastiques. Donc je vais donner un exemple dans chaque, c'est ce qui va rendre les choses beaucoup plus simples. Si, par hasard, le hasard existe, c'est une série de causes qui se rencontrent fortuitement. Si par hasard, une comète qui vient du fin fond de l'espace, une petite météorite on va dire plutôt, tombe sur la Terre à
3 heures 29 secondes à tel endroit précis, et que c'est l'endroit précis où je viens de poser mon pied, c'est une petite comète, eh bien j'aurai un trou dans le pied. Et cette chose-là ne s'est jamais produite et ne se reproduira sans doute jamais parce que la probabilité pour qu'elle arrive est infime. C'est un phénomène unique. On ne peut pas calculer, je dirais même, sa probabilité. C'est donc à étudier puisque c'est réel, ça arrive, et le hasard donne souvent des choses comme cela. C'est à étudier dans la philosophie puisque ça fait partie du réel. C'est aussi le domaine de la liberté humaine. Prenons l'exemple particulier. Au temps de l'Empire romain, un empire structuré, très fort, il y avait des lois sociologiques, on sait très bien que les empires ont un succès, s'endorment sur leur succès, puis ensuite ils chutent. Ça, c'est une loi qui se produit tout le temps, donc on pourra étudier, comment dirais-je, sans doute dans la partie 2, parce que je dis tout le temps, mais peut-être que je me trompe. Il y a peut-être des exceptions où ça ne s'est pas produit. Il faudrait étudier ça. Mais je dirais que ça se situe plutôt dans la partie numéro 1, à savoir que je ne vois pas pour le moment d'exception. Par contre, qu'il ait pu arriver dans l'Empire romain qu'un homme particulier, un charpentier, ait pu, en 300 ans, changer totalement sa mentalité, lui donner un autre aspect spirituel, alors que ce charpentier a été crucifié, c'est un phénomène absolument unique, que l'on peut étudier en philosophie politique, en disant que ça, c'est quelque chose d'inédit, qui ne se produit qu'une fois. C'est étonnant, d'autant plus que le message de Jésus est un message qui ne devait pas accrocher avec l'Empire romain, puisqu'il n'a rien à voir avec lui. L'Empire romain est un empire militaire, le message de Jésus est l'inverse. Les Romains pratiquent une stricte justice, c'est-à-dire que si un voleur est pris, il est souvent mis dans le cirque. Et Jésus parle de pardonner 7 fois, 77 fois à ceux qui nous ont offensés. Eh bien, de fait, ce message a accroché, et il a fondé une civilisation. Donc voilà un exemple de phénomène qu'on pourrait classer dans le niveau 3 de la philosophie. Il se produit de manière unique. On pourrait trouver aussi des exemples au niveau des individus, de la liberté individuelle, des cas particuliers. Alors certains s'opposent à cette distinction des parties de la philosophie venant de Jean-Paul II en disant « Mais seule la partie première, ce qui se passe universellement, est scientifique. Donc seule la partie première, la philosophie pérennis, éternelle, celle d'Aristote, est philosophie. » Eh bien je répondrai que la philosophie réaliste, elle n'a comme objet que le réel connu sous tout ce qu'il est. Et donc, tout dans la philosophie n'a pas à être scientifique. Certaines choses sont effectivement semblables aux sciences dures, puisque ça se produit tout le temps, comme on le voit en physique, en chimie. D'autres choses, c'est plutôt les sciences humaines, c'est ce qui se produit la plupart du temps, avec un outil de calcul qui va être l'outil statistique. Et puis certaines choses sont individuelles, mais c'est aussi du réel. Et donc, il n'y a pas de raison pour qu'une philosophie particulière, qui ne serait plus scientifique, mais qui serait observatrice d'une réalité particulière, puisse exister. L'essentiel, c'est qu'elle décrit une part de la réalité, et donc, si on définit la philosophie comme la connaissance de la réalité, alors elle a sa part. Et donc je suivrai là-dessus le pape Jean-Paul II plutôt que Aristote. Cependant, la distinction que fait Jean-Paul II n'est absolument pas opposée à celle d'Aristote. Elle se contente de l'intégrer et d'intégrer les apports des autres philosophes qui sont venus à notre époque et qui, eux, ont développé d'autres approches. Et donc maintenant, je vais pouvoir, selon ces 3 regards particuliers, donner les parties de la philosophie, en commençant donc par la philosophia perennis, donc celle des phénomènes universels, et celle qu'avait développée le philosophe Aristote. Et ensuite, j'essaierai de développer les parties d'une philosophie plus pratique qui s'attache aux phénomènes généraux, qui se passent en général, et enfin, les parties d'une philosophie du particulier. Pour ce qui est de la philosophia perennis, donc la philosophie de l'universel, je pense qu'on n'a rien inventé de mieux comme structuration que celle qui avait été inventée par Aristote. Et donc je vais me contenter
de rapporter ici la façon dont mon maître, le père Marie-Dominique Philippe, nous la présentait à l'époque. Alors en y mettant évidemment ma façon de faire, mais peu importe, c'est la même chose. Lorsque je veux étudier la réalité qui finalement nous intéresse, c'est pas la petite cassette vidéo que j'ai montrée qui nous intéresse, mais c'est l'homme. Lorsque je veux étudier ce qui est universellement présent dans l'homme, eh bien, en premier lieu, puisque je le regarde, je dois m'attacher à quelque chose qui fait que sans cela, rien n'existerait. Qu'est-ce qui est premier? Qu'est-ce qui est fondamental au point qu'il n'y a rien? On pourrait dire c'est le fait que nous sommes vivants, que nous bougeons. C'est vrai qu'un être humain qui ne serait pas vivant, il n'y a rien. Eh bien en fait, il y a quelque chose de plus fondamental encore que cela. C'est le fait que nous existons, par opposition au fait de ne pas être. Cette philosophie première, on le voit bien, sans existence, pas de vie. Il y a une distinction. Les cailloux, par exemple, existent mais ne sont pas vivants. Il y a des réalités vivantes, peut-être, ça on ne sait pas, qui n'auraient pas de corps. Si l'esprit humain survit après la mort, et la philosophie peut s'interroger là-dessus, eh bien on aurait effectivement une réalité qui n'a pas de corps et qui a survécu. Donc exister, c'est quelque chose de fondamental, et Aristote, cette philosophie-là, il l'a appelée la philosophie première. Par la suite, un bibliothécaire du Moyen-Âge, en classant ce livre très complexe où on parlait de substance, d'essence, d'acte, d'ontologie, etc., ne sachant pas trop comment le comprendre, l'avait classé après la physique et donc l'avait appelé métaphysique, ce qui vient après la physique. Terme assez mystérieux, effectivement, pour faire que les gens regardent ça avec des gros yeux. Mais en réalité, le vrai nom, c'est la philosophie de l'être. Donc si je reprends la distinction que j'ai utilisée tout à l'heure, raison formelle, objet matériel, l'objet matériel de cette philosophie-là, c'est tout ce qui existe. Tout ce qui existe, depuis le caillou à la grenouille en passant par l'homme, même si c'est l'homme en premier qui va nous intéresser. Mais la raison formelle, c'est qu'on étudie ce qui existe en tant qu'il existe, en tant qu'il est, par opposition au fait de ne pas être. Donc on va s'attacher à savoir exactement ce que c'est que d'être. Qu'est-ce qui fait qu'on est? Quelle est la finalité du fait d'être? Alors on le voit, ces questions paraissent assez subtiles. En tout cas, elles ne touchent pas le sens pratique, comme le ferait par exemple de la philosophie politique ou de la philosophie éthique. Et c'est pourquoi, même si elle est fondamentale pour comprendre la base de l'être humain et des autres réalités, pédagogiquement, on la développe souvent en dernier, après que les jeunes philosophes se soient formés à des choses plus simples, comme l'étude de la vie, etc. Mais enfin, voilà la première partie de la philosophie, la métaphysique, philosophie de l'être. Alors ensuite de ça, une fois que la réalité existe et qu'elle a été étudiée, on constate que toutes les réalités qui nous entourent, que nous pouvons toucher par l'expérience, donc par les 5 sens, toutes, elles ont un corps. Nous n'avons jamais constaté autour de nous de réalité qui n'aurait pas de corps, de réalité indépendante et autonome. S'il y en a, peut-être, elles se cachent. Et donc, la deuxième partie de cette philosophie, qui va étudier ce qui est universellement vrai, philosophie éternelle, ça va être ce que Aristote va appeler la physique. C'est la philosophie de la matière. Elle l'étudie pas seulement chez l'être humain, mais d'abord chez l'être humain, c'est ce qui est intéressant. Le fait qu'on a un corps matériel qui peut tomber d'une fenêtre, par exemple, et qui a les mêmes propriétés quand il tombe qu'un caillou, avec la gravitation. Là, quand un corps humain tombe, il n'est plus un vivant, il subit, il est mu par une force qui le dépasse. Il ne se meut pas, il aura beau bouger dans tous les sens, il ne pourra pas arrêter la chute, sauf s'il s'accroche à un rebord. Eh bien, cette physique, développée dans cette partie de la philosophie, étudie donc, comme objet matériel, tout ce qui existe, mais cette fois la raison formelle va être en tant que c'est
corporelle, en tant que cela a un corps. Aristote a développé tout un traité de la physique en étudiant les propriétés des corps. Qu'est-ce qui fait que l'eau se comporte toujours de la même façon et tout à fait différemment de l'huile? Il va trouver un principe unificateur qui est la nature même de l'eau, et puis la nature de l'huile qui est différente. Cependant, dans ce domaine-là, il y a eu énormément d'avancées. Aristote, il faut le rappeler, n'avait que l'expérience et ses raisonnements. Nous avons maintenant les outils, microscopes, etc., télescopes, et nous avons aussi les expérimentations que Aristote n'avait pas découvertes à son époque. Si bien que les parties de cette physique, donc, qui étudie la matière, se sont énormément développées par les sciences modernes. Mais toutes les parties qui étudient la matière, donc en tant qu'elle est nue, font partie de la physique. Finalement, on pourrait dire que la philosophie physique, c'est comme un chapeau, un grand chapeau, qui couvre en elle d'autres sciences particulières dont les raisons formelles sont plus précises, plus restreintes. Exemple. Si j'étudie la matière en tant qu'elle se structure sous forme d'ondes lumineuses, c'est bien de la matière, mais j'ai restreint l'objet matériel aux ondes lumineuses. Si je les étudie en les mesurant avec un outil mathématique, j'obtiens une science qui fait partie de la physique et qui s'appelle l'optique. Si j'étudie la matière, mais cette fois en tant qu'elle est composée d'atomes et de molécules, donc j'ai restreint mon objet matériel, parce que je ne m'occupe plus cette fois des ondes. Et en tant toujours pareil que je peux mesurer cette matière par un outil mathématique, eh bien j'obtiendrai la physique moderne des particules, mais aussi la chimie, quand j'étudie la manière dont ces atomes se structurent sous forme de molécules. Bref, pour chaque science de la matière, et elles sont immenses, je peux restreindre mon objet matériel à une partie particulière de ce qui existe sous forme de matière, et aussi restreindre ma raison formelle à une méthodologie particulière. On appellera les sciences positives, donc les sciences modernes, toutes celles qui étudient cette matière avec un outil mathématique, une mesure quantitative. Et donc elles ont produit des fruits extraordinairement intéressants parce qu'il s'avère que concrètement cette matière effectivement fonctionne selon un ordre mathématique et que c'était le meilleur outil pour les étudier. Est-ce que la physique, la chimie, l'optique, la physique nucléaire, toutes ces matières-là, est-ce qu'elles font partie de la philosophie, de cette partie de la philosophie que Aristote appelait la physique philosophique? La réponse est oui. Elles étudient donc bien le réel, à savoir la matière, les corps matériels. Et elle étudie bien, selon une raison formelle, qui utilise les forces naturelles de l'intelligence humaine. On ne verra jamais un physicien utiliser la révélation d'un Dieu qui lui expliquerait ce que c'est qu'un atome. Il se sert que de sa raison. Or, il s'agit bien là de la définition de la philosophie. Elle étudie tout le réel sans exception, mais en tant qu'il est accessible, raison formelle, aux forces naturelles de l'intelligence. Alors que la théologie catholique, par exemple, va étudier tout le réel, c'est vrai, mais avec la raison formelle suivante, en tant qu'il est révélé par Dieu et que ça concerne le salut. C'est donc pas du tout la même façon d'observer les choses. Donc on peut dire que la physique, la chimie, l'optique, etc. font partie de la physique aristotélicienne, je veux dire de la physique philosophique, en sont des développements modernes et ont gardé le même réalisme qu'avait Aristote à son époque, avec des outils évidemment tout à fait différents. Voilà donc la deuxième partie de la Philosophia Perennis. Est-ce que j'ai tout dit du réel? Ben non. On constate dans la réalité un autre niveau d'ordre qui est tout à fait irréductible à l'ordre de ce qui est mu passivement, comme les corps physiques. C'est l'ordre, l'organisation de ce qui est vivant. Et le vivant, il commence à partir du moment où il y a opération de nutrition et de reproduction.
Mais il ne faut pas n'importe quelle nutrition et reproduction, parce que analogiquement, on pourrait dire que le feu, il se nourrit du bois et il se reproduit par lui-même. Non, c'est une opération qui est structurée de manière vitale, avec des mécanismes intérieurs, etc. Et donc la vie commence à partir des unicellulaires. On le constate d'ailleurs grâce à la biologie moderne, l'ordre du vivant implique un assemblage de molécules tellement complexes que le monde minéral ne le connaît jamais. Le monde minéral, je veux dire le monde non vivant, ne le connaît jamais. Les molécules les plus complexes produites par l'ordre naturel au monde non vivant, c'est mettons 150 atomes. C'est des choses comme le clinochlore ou alors des molécules organiques cycliques qu'on trouve dans certaines comètes, etc. Par contre, le moindre vivant, c'est des centaines de milliards d'atomes qui sont agencés ensemble pour former l'ADN, les parois, etc. Et ça, c'est la vie. Il y a donc une matière philosophique nouvelle parce qu'il y a un objet matériel nouveau. Certes, un vivant tel que je le constate, je peux l'étudier selon la métaphysique, donc en tant qu'il est. Je peux l'étudier selon la physique, donc en tant qu'il a un corps qui est mu, parce qu'il peut être mu. Il garde les propriétés d'un corps. Mais je dois l'étudier maintenant avec une nouvelle raison formelle. Et Aristote, pour trouver la raison formelle de ces vivants, disait « On étudie ce qui existe, mais en tant qu'il a la propriété de se mouvoir intimement. » Alors il faudrait étudier après, et c'est peut-être ce qu'on fera un jour si je développe une philosophie du vivant, si cette façon de distinguer les vivants est encore valable, ou s'il ne faut pas préciser les choses comme je l'ai fait, puisque on constate maintenant, en connaissant le monde physique, que certaines choses semblent se mouvoir aussi. Par exemple, l'électron autour de l'atome, il se meut, finalement. Seulement, ce n'est pas la même manière de se mouvoir, et donc c'est là qu'il faudrait peut-être établir une précision, quelque chose qui permette de distinguer de manière meilleure. La philosophie du vivant, développée par Aristote, dans son Péripsyché, qu'on traduit en latin par le De Anima, elle reste extraordinairement valable. C'est lui qui a distingué les 3 niveaux de vie qu'on trouve actuellement encore dans les vivants, et que certains psychologues modernes ne voient plus. Ils n'en voient plus que 2 souvent. Aristote disait non, il y a 3 niveaux de vie. En nous, dans l'être humain par exemple, il y a un niveau de vie qui est commun avec les plantes, qui est inconscient. C'est la vie végétative. C'est le domaine de la division cellulaire, donc il ne parlait pas comme ça, là j'utilise la science moderne. C'est le domaine de la respiration, c'est le domaine de la reproduction, non pas dans la partie acte sexuel conscient, mais dans la partie fabrication des gamètes, croissance de l'embryon, etc., qui se font absolument tout seuls sans qu'il y ait de conscience. Et c'est commun avec les plantes. Deuxièmement, il y a en nous un degré de vie sensible qui commence à être conscient, parce qu'il participe du sens du toucher. C'est comme ça qu'on le repère quand il arrive. Et s'il a le sens du toucher, il a donc le sens un petit peu de la douleur. On le constate chez le plus primitif des animaux, qui peut être par exemple un ver de terre. Et s'il y a douleur, il peut y avoir fuite, donc des petites passions. Parce qu'on n'aime pas la douleur, et on aime sa survie. Eh bien cette vie sensible chez l'être humain, elle est extrêmement développée, beaucoup plus que chez le lombric. Il y a au moins 5 sens. Il y a l'imagination, la mémoire des images. Il y a même une intelligence commune avec les animaux supérieurs qui permet de trouver des trucs pour mieux survivre et se reproduire. C'est une intelligence qui n'est pas spirituelle parce qu'elle a comme seul objet des choses sensibles, palpables. Attraper une proie, séduire une femelle. Eh bien cette chose-là est présente aussi dans l'être humain. Et donc les animaux, certainement, ont une forme d'intelligence, mais qui n'a rien à voir avec le 3e degré de vie, qui est le propre de l'homme, que Aristote appelle la vie spirituelle, et dont l'intelligence, elle, est capable de comprendre des choses non matérielles, comme par exemple les concepts abstraits, mais abstraits de toute matière. Par exemple, l'éternité, l'amitié, la beauté. Les animaux, eux, peuvent comprendre certaines petites abstractions, comme par exemple la notion de proie,
Ils vont chercher une proie, c'est quelque chose d'abstrait entre une gazelle et un gnou, par exemple. Donc la proie, là, mais enfin c'est matériel. Dans les deux cas, c'est simplement de la viande. Alors que l'être humain est capable de comprendre des choses qu'on ne peut aucunement représenter, dessiner. On les comprend ou on ne les comprend pas. C'est le propre de l'homme. Deuxième faculté spirituelle, d'après Aristote, c'est la volonté. Cette volonté qui est une façon de vouloir un bien de manière libre, parce que notre intelligence nous dit ceci est un bien, et donc une façon de pouvoir aimer, parce que c'est actif, c'est concret, au-delà des sentiments, uniquement parce que c'est bien. C'est ce qui explique qu'on voit des êtres humains capables de dépasser leur bien-être pour s'occuper d'une personne, par exemple handicapée, qui ne leur apporte aucun plaisir, mais parce que c'est bien, parce que jamais ils n'abandonneront cette personne handicapée. Chez les animaux, cet amour-là, il a une limite, la survie du groupe. Et à un moment donné, si la femelle d'un animal est blessée et qu'elle ne peut plus voler, par exemple, quand c'est le cas des couples inséparables, comme je crois que c'est les albatros, eh bien à un moment donné, quand même, le mâle finit par s'en aller. Donc il y a 3 degrés de vie. C'est aussi à Aristote qu'on doit la recherche de la cause qui unifie, par exemple chez l'être humain, ces degrés de vie si divers. Comment expliquer qu'un être humain puisse à la fois avoir une vie de plante, une vie d'animal et une vie spirituelle, le même? Ce sont des éléments parfaitement distincts. Eh bien il dit, il faut poser un principe d'unité de tout cela, qui fait qu'il y a un seul vivant. Et il va l'appeler anima, psyché en grec, donc l'âme. C'est pas l'âme au sens religieux, c'est l'âme présente aussi chez les plantes et chez les animaux, une âme induite au plan philosophique, donc par un raisonnement alors qu'il ne la voit pas, mais qu'il est obligé de poser, parce que sinon ce vivant devrait se décomposer. Il est fait d'une matière qui n'est pas structurée pour donner cela. La science moderne est allée très loin dans le développement de certaines choses que Aristote avait découvertes. Pour ce qui concerne le premier degré de vie, elle a utilisé les outils comme le microscope, mais aussi l'expérimentation. Donc, je ne sais pas, le fait de pratiquer en laboratoire des divisions cellulaires, le fait de faire des greffes, pour observer encore mieux qu'à son époque comment ça fonctionnait. Et parce que cette biologie moderne, avec toutes ses sous-parties, la neurologie, toute cette biologie moderne approche véritablement une part du réel, avec ce même esprit d'Aristote, seul le réel est son maître, eh bien on peut dire qu'elle fait partie de la philosophie du vivant. Elle développera beaucoup le côté de la matière, c'est son truc, puisque l'outil mathématique principalement fonctionne au niveau de la matière, mais elle va aller plus loin. Par exemple, dans l'étude de la vie sensible, c'est la psychologie, la sociologie moderne qui vont apporter énormément. Donc l'étude des probabilités qui permettent de voir dans combien de cas sur 100 une personne va réagir plutôt comme cela et non pas comme cela. Aristote, à son époque, par l'expérience, le savait, mais il ne pouvait pas donner des chiffres comme cela. Donc on peut dire que l'outil statistique a permis de donner une sorte de certitude, c'est le domaine des sondages, une certitude tout à fait relative, parce qu'on sait très bien que la question posée influence aussi la réponse. Mais il y a certains domaines, comme l'étude de la psychologie animale, où véritablement on a rendu scientifique, en un certain sens, la connaissance de la vie sensible. Donc il y a un vrai apport, même si Aristote reste absolument valable, parce que les distinctions qu'il a faites, donc en distinguant les facultés par leur objet, on distingue l'imagination par le fait qu'elle peut créer une image nouvelle, de la mémoire des images, par le fait qu'elle garde en elle une image qui a été vue. Et l'imagination se sert de la mémoire pour créer des images nouvelles. Donc l'objet n'étant pas le même, il va distinguer les facultés, Aristote. Eh bien cette partie-là est absolument valable, et ça fait donc partie de l'unique philosophie du vivant. Aristote, ce qui est absolument unique chez lui, c'est qu'il a gardé le 3e degré de vie,
c'est-à-dire la vie spirituelle propre à l'homme. Alors que parfois, certains scientifiques actuels, vu que, pour le coup, elle ne peut pas être mesurée en elle-même, elle dépasse la mesure, eh bien ils ont tendance à en nier l'existence et à la réduire à son substrat sensible. Ça veut dire au fait qu'effectivement, quand on a une pensée spirituelle, il y a une partie du cerveau particulier, donc d'un organe de la vie sensible, qui se met en marche. Seulement l'intelligence, elle n'est pas réduite à cette partie du cerveau. On constate que quand on pense à quelque chose de véritablement spirituel, eh bien, ce sont des parties tout à fait diverses du cerveau qui sont utilisées à titre d'instrument. Donc la vie spirituelle, elle n'a pas le même objet. Son objet, ce sont des réalités qui ne sont pas forcément sensibles, qui dépassent le domaine du matériel. Et la philosophie d'Aristote reste entièrement valable pour les étudier. Et c'est ainsi que j'ai donné la troisième partie de la philosophie qui étudie la structure de l'être humain, sa nature. Cependant, dans ce domaine de la philosophia perennis, est-ce que j'ai tout dit? Je ne crois pas du tout. Je peux étudier l'être humain dans quelque chose qui est beaucoup plus vital, pratique, son activité. Et je peux l'étudier avec ce regard universel. Par exemple, quand on regarde la vie des êtres humains, on constate qu'elle passe énormément de temps dans le travail. Eh bien, le travail, c'est quelque chose de concret, mais que je peux étudier parce que, universellement, dans le travail, il y a certaines choses qui reviennent tout le temps. Par exemple, si un homme fait une œuvre, il a forcément pensé son œuvre. C'est obligatoire. Sinon, ça ne serait pas de l'art, ça serait le hasard. Il a donc eu une sorte d'inspiration qui a abouti à une idée de son œuvre et puis ensuite il la réalise. Et l'étude de cette activité artistique peut être faite avec ce regard particulier qui la rend indépendante des temps et des lieux. Universellement, il y a donc l'idée de l'œuvre, la réalisation, l'usage d'outils, etc., etc. Et donc, la philosophie de l'art, qui est la première philosophie qui étudie l'activité humaine dans son caractère pratique, fait partie pour Aristote de la philosophia perennis. C'est donc la quatrième partie de la philosophie. Il l'appellera la philosophie de l'art. Cependant, l'activité pratique de l'homme ne se réduit pas au fait qu'il transforme de la matière pour donner des œuvres. Quand je dis matière, c'est toutes sortes de matières, c'est pas forcément de la matière au sens de la glaise pour faire une statue. Ça peut être aussi un travail intellectuel et dans ce cas-là, la matière, c'est la pensée. Il y a dans l'activité de l'homme la relation aux autres personnes, avec un comportement qui doit être éthique. Le mot éthique, c'est le mot grec pour signifier le mot moral. Actuellement, on voit les journalistes qui disent « je ne suis pas en morale, je suis en éthique ». En réalité, c'est la même chose. Sauf que l'éthique, c'est la traduction grecque du mot latin « moral ». Mais ce qui est présent dans le mot éthique, c'est qu'on est cette fois non plus dans le comportement d'un homme par rapport à la transformation d'une œuvre, mais on est dans le comportement d'un homme face à un autre homme. Et dans les relations humaines, il y a plusieurs niveaux. Cet autre homme peut être un voisin, mais il peut être aussi un ami. Mais quelle que soit la relation que j'ai avec un autre homme, il y a un certain nombre de comportements humains qui reviennent universellement, aussi bien à l'époque néolithique que dans 10 000 ans. Par exemple, si on va voir un voisin, c'est qu'on a une intention morale, quand c'est en rapport avec une relation avec lui. Si on doit avoir une discussion avec lui, il faut choisir la manière d'aborder les choses. C'est le choix de certains moyens éthiques. On ne peut pas aborder les choses violemment directement. Si on le fait, on risque bien de s'attirer des ennuis. On le fait avec toute une délicatesse. Et donc il y a une série de vertus, vertus de prudence, vertus, comment dirais-je, de force, vertus de tempérance, vertus de justice. Ce sont les 4 vertus cardinales qu'avait développées Aristote, qui vont intervenir dans toutes les relations humaines. On ne va pas se comporter de manière prudente de la même façon avec un voisin irascible qu'avec un voisin tout à fait qui est notre ami depuis longtemps.
Et donc ça, cette philosophie éthique, elle a été développée par Aristote dans un livre qu'il appelle l'éthique à Nicomate, Mac. Et le père Marie-Dominique Philippe, lui, il l'a rendue beaucoup plus concrète. Il ne s'est pas contenté d'étudier les différences, l'analyse de l'activité morale. Il l'a rendue concrète à travers l'étude de l'amour d'amitié. Donc quelque chose qui fait plus partie de la deuxième approche, celle des choses qui se produisent la plupart du temps. Parce que le but du père Marie-Dominique Philippe, c'était de comprendre après la théologie. Or, la charité chrétienne, dit saint Thomas d'Aquin, c'est un amour d'amitié par rapport à Dieu. Saint Thomas, au contraire, dans sa somme théologique, au début de la Prima Secundae, développe entièrement l'éthique de manière universelle. Ça veut dire qu'il parlera de l'intention de vie, du choix des moyens, sans s'attacher à tel ou tel type de relation. Il ne va pas parler particulièrement de l'amitié, puisque l'intention de vie peut intervenir dans toutes les relations, sans exception. Donc c'est beaucoup plus abstrait comme approche. C'est moins plaisant. Et je comprends que le père Marie-Dominique Philippe ne l'ait jamais développé, parce que on peut rendre les choses beaucoup plus simples en les rendant concrètes. Donc voilà pour la 5e partie de la Philosophia Perennis. 6e partie, dans sa vie, l'homme n'a pas seulement des relations avec une matière qu'il transforme, pas seulement des relations éthiques avec d'autres personnes qui l'entourent, il vit en communauté. Et il y a différents niveaux de communauté. Eh bien, cette vie en communauté, qui peut être la famille, qui peut être la cité, qui peut être l'État, qui peut être le mondialisme, même si Aristote n'avait pas développé cette partie-là, s'appelle la philosophie politique. Il y a une façon de traiter de la politique de manière universelle, et Aristote, là, s'en est passé. Parce qu'en fait, on voit bien que c'est beaucoup plus simple de traiter ça de manière concrète. Donc, en étudiant différents systèmes de constitution, différentes structurations de la famille, qui se produisent, non pas universellement, mais la plupart du temps. Cependant, en stricte justice, il est vrai qu'il pourrait y avoir une manière d'utiliser, d'étudier la politique de manière universelle. Par exemple, on comprendrait que universellement, toute communauté se structure autour d'un bien commun. Il n'y a pas besoin de rentrer dans le concret, c'est une structure absolument éternelle. S'il n'y a pas de bien commun qui réunit des êtres entre eux, qui peut être une complicité de bandits dans un groupe de bandits, mais qui peut être une complicité d'amour dans une famille, eh bien il n'y a pas de communauté. Alors voilà, maintenant, les 6 parties de la philosophie. Est-ce qu'il en existe d'autres ? Est-ce que je peux tout dire universellement de l'être humain en étudiant ces 6 parties ? Alors certains disaient, je ne dois pas oublier le regard critique. Ça veut dire que je peux me tromper, mes sens peuvent me tromper. En réalité, le regard critique sur soi ne devrait pas être une partie particulière de la philosophie. Il intervient tout le temps, tout au long de ces 6 parties. À savoir que dès qu'on découvre quelque chose, on doit immédiatement se demander, comme Descartes, est-ce que je suis sûr que c'est vrai ? Est-ce que je dois douter ? Est-ce que mes sens m'ont trompé ? Est-ce que par hasard, je dis quelque chose d'universel ou est-ce que c'est plutôt général et qu'il y aurait des cas particuliers où ça ne se passe pas, etc., etc. Je vais essayer de prendre des exemples pour voir si je tout dis de l'être humain. Si je prends l'exemple d'un sujet en philosophie comme l'étude de la mort, est-ce que je peux étudier entièrement la mort par ces 6 parties de la philosophie ? Alors, je peux l'étudier en métaphysique parce que la mort vient briser mon être. Je peux l'étudier en physique parce que la mort voit une décomposition du cadavre. Donc il y a des effets chimiques. C'est donc étudiable. Je peux l'étudier en philosophie du vivant parce que la mort vient détruire mon unité de vie. La vie biologique est partie, la vie sensible est partie. La vie spirituelle, je ne la constate plus. Je peux l'étudier en philosophie de l'art parce que autour de la mort, il y a tout un art funéraire qui se développe pour honorer le mort, pour ne pas l'enterrer comme un chien. Je peux le développer en éthique parce que la mort vient briser une relation que j'ai avec une autre personne. Je ne la vois plus, je ne peux plus communiquer avec elle. Et enfin, il y a une approche en politique parce que la mort
finalement, met fin à chaque génération. Et même si on n'en parle pas, à certaines époques, elle est là, présente, tout le temps. Est-ce que j'ai tout dit en étudiant ce sujet-là? J'ai dit énormément de choses, parce que je me suis attaché aux 6 degrés fondamentaux de la philosophie. Cependant, on constate qu'il en manque un, extrêmement important, et que tout homme se pose, forcément. À savoir, est-ce que je survis à la mort? Est-ce qu'une partie de moi, pas la partie biologique puisque je constate qu'elle est morte, pas la partie sensible puisque je constate que le cerveau est par terre, est-ce qu'une partie de moi survit de l'autre côté? Et donc, confronté à cette question qui s'appelle la sagesse, la question de la sagesse, la question qui finalement est la seule qui intéresse fondamentalement l'être humain, je m'aperçois qu'il me manque une partie de la philosophie. Cette partie de la philosophie, on pourrait l'appeler métaphysique, mais le terme a déjà été pris pour la philosophie première. C'est pourquoi il vaut mieux l'appeler sagesse. Elle qui se pose les 3 questions qui, au point de départ de l'humanité, ont intéressé l'homme. Qui suis-je profondément? D'où est-ce que je viens profondément? Et où est-ce que je vais après la mort profondément? C'est vrai que ce sont les 3 questions de la sagesse qui sont le propre de l'être humain et qui font de lui, dans ses angoisses, un être religieux. Parce que un animal, s'il a sa vie végétale, sensible, comblée, ça veut dire s'il a à manger et s'il a son petit groupe animal autour de lui selon sa nature, ben il peut vivre éternellement sans se poser ces questions-là. Il est heureux. J'observais l'autre jour un chien. Il est aimé de ses maîtres, il a à manger, il y a une petite femelle dans le secteur, ben il peut dormir toute la journée, il n'a pas d'angoisse, jamais. Et je suis sûr que si la vie de ce chien se prolongeait éternellement, ben il serait éternellement dans le présent et heureux. Et ce n'est pas le cas de l'être humain. Si on donne à un être humain de quoi manger, une famille qui l'aime, il pourra être heureux un certain temps. Et puis avec le temps qui passe et les journées qui se reproduisent, même si c'est l'être humain qui sait le mieux s'occuper du monde, au bout d'un certain temps, il se posera la question du sens de tout ça. Donc c'est le propre de l'homme. Alors Aristote développe une partie de la philosophie. Par son propre raisonnement, il ne s'agit pas du tout de s'occuper des dieux grecs, donc de la révélation, de l'opinion des hommes religieux de son temps. Il étudie en philosophie 2 questions. Est-ce qu'on peut prouver que l'esprit humain survit à la mort? Et deuxièmement, est-ce qu'on peut prouver qu'il existe un être premier qui soit cause de tout ça? Et donc il se pose la question de savoir d'où viennent tous ces êtres, cause efficiente. Concrètement, est-ce qu'ils sont créés? Est-ce qu'ils viennent du néant? Et lui, Aristote va conclure à l'existence obligatoire d'un premier moteur immobile qui a donné le mouvement à tous les êtres. Et puis les choses vont se développer. Saint Thomas d'Aquin, lui, dit qu'il y a 5 manières de découvrir qu'il y a un être premier. Et saint Thomas d'Aquin dit aussi qu'on peut absolument prouver la survie de l'esprit humain après la mort. Alors là, je ne peux pas conclure, je suis que dans une présentation. Mais en tout cas, pour voir si leur démarche fonctionne ou pas, il faudra la faire. Et si jamais elle convainc l'intelligence, parce que le réalisme s'impose, alors on pourra dire qu'on a découvert une religion au plan philosophique. Si jamais par contre on fonctionne à la manière de Pascal sous forme d'un pari, il vaut mieux parier que, alors on ne sera pas en philosophie, mais dans un mélange d'opinion et de foi. La démarche philosophique qui se pose la question de la survie de l'âme et de l'être premier n'est pas du tout une démarche des religions révélées. C'est une démarche philosophique. On la voit d'ailleurs se développer chez quelqu'un comme Voltaire qui était profondément hostile au catholicisme. Et lui, il parle d'un grand horloger de l'univers. On pense que vers la fin de sa vie, Albert Einstein, par sa réflexion, on était arrivé à dire qu'il y a forcément une intelligence organisatrice de tout cela. On a certaines phrases qui semblent indiquer des choses comme cela. C'était peut-être un dieu non personnel, une sorte de dieu à la Spinoza. Mais enfin, il en était arrivé à cela, et par une démarche qui n'était pas celle d'un croyant juif, puisqu'il était à ce niveau-là détaché, mais dans une démarche de raisonnement philosophique.
Alors voilà, j'ai les 7 parties de la philosophie, et je peux donc étudier la mort, j'ai pris l'exemple, aussi par cette 7e partie, à savoir, est-ce que après la mort, je survis? Eh bien, si je prends tous les sujets profonds qui concernent l'être humain, je pourrais les étudier de la même façon dans ces 7 parties de la philosophie. Évidemment, selon les sujets choisis, ça sera tel ou tel qu'aura d'abord l'avantage. Si je prends un autre exemple comme l'amitié. L'amitié se traite évidemment d'abord en éthique. C'est bien la relation d'une personne face à une autre personne. Mais je peux le traiter dans toutes les autres parties. Par exemple, en métaphysique, parce qu'il faut bien que l'ami existe pour que je puisse lui communiquer. Et deuxièmement, je peux me demander ce que c'est que cette amitié en tant qu'être. Est-ce qu'elle est un être autonome? Non, elle est un être intentionnel, une sorte de relation réciproque. Je peux l'étudier en physique, en me demandant quelle est la part corporelle, quelle est la part des réactions chimiques dans le cerveau quand s'exerce une amitié. Et je peux bien sûr l'étudier en philosophie du vivant, donc dans toutes les parties de la vie. Parce que dans l'amour d'amitié, par exemple, entre un homme et une femme, l'aspect corporel intervient, l'aspect passionnel, sensible intervient, on est amoureux. Puis l'aspect spirituel, parce qu'on reste fidèle, si on est un être humain qui agit bien, par sa puissance spirituelle qui dépasse le sentiment. Je peux l'étudier en philosophie de l'art, par les cadeaux qu'on se fait entre amis, par aussi la transformation mutuelle qu'on arrive à faire. Je peux l'étudier en politique parce que les amitiés, par exemple l'amitié dans le couple, fondent la société. Et je peux enfin l'étudier dans la partie sagesse ou théologie naturelle en me demandant si je revois mes amis de l'autre côté de cette vie. Alors on le voit, rien ne peut, à mon avis, être inventé de plus. Après, toutes les diverses parties de la philosophie seront des parties intégrantes à ces 7 parties. Et je ne pense pas qu'on en trouvera d'autres. Alors, par contre, comme je l'avais dit au début de cette leçon-là, il reste à aborder le réel selon d'autres aspects. Et donc, je vais maintenant aborder l'aspect des cas généraux et sortir de la philosophia perennis pour me demander comment je peux étudier le réel quand il ne se produit pas à 100% des fois, mais qu'il se produit la plupart du temps. Cette approche du réel, on le comprend tout de suite, elle est beaucoup plus pratique, elle est beaucoup plus utile dans le concret de la vie. C'est pourquoi on va l'appeler plutôt une philosophie pratique. La philosophie précédente est une philosophie contemplative. Elle sert à connaître en vue de connaître d'abord. Alors qu'ici, on est plutôt dans une connaissance en vue de l'action concrète. Et donc forcément, ce qui intervient en premier et ce qui est étudié en premier, c'est justement les 3 domaines, d'abord, de la vie pratique de l'homme. Donc l'art, l'éthique et la politique. Cependant, la raison formelle va être un petit peu différente de la partie précédente. On ne regarde pas ce qui est universel, par exemple, dans la philosophie de l'art, mais on regarde les choses beaucoup plus concrètement. Par exemple, si on prend un artiste des beaux-arts, on va analyser plus concrètement comment il développe, à partir de l'intuition, de l'inspiration, son œuvre, les difficultés. On pourra regarder les cas particuliers des divers arts, la peinture, la sculpture, etc. On pourra regarder aussi l'art utilitaire, donc l'artisanat, qui lui aussi transforme une œuvre, mais cette fois, ce n'est plus en vue de la beauté, c'est en vue de l'utilité. De même, dans ce qui est l'éthique, donc les relations des personnes face aux personnes, on aborde les sujets beaucoup plus concrètement. Et cette fois, l'étude de l'amour d'amitié, avec son cheminement, n'est plus étudiée dans ce qui est éternel, permanent dans les amitiés, mais étudiée dans des circonstances beaucoup plus concrètes, en intégrant le domaine de la psychologie. On va aussi étudier le devenir habituel
des amours d'amitié. Par exemple, l'amour d'amitié d'un homme et d'une femme passe habituellement, mais ce n'est pas tout le temps le cas, par une série de phases. D'abord une passion intense, si l'amour est né à l'occasion d'une grande passion. Ce n'est pas tout le temps le cas, il y a des amours qui naissent par choix, il y a des mariages de raison. Ensuite, autant la passion a été forte, il arrive souvent qu'il y a une chute de ces sensations à cause du quotidien. Et donc on pourrait étudier la nuit des sens qui intervient au bout de quelques années de mariage. Mais cette nuit des sens, elle n'est pas universelle. Il y a des gens qui, n'ayant pas au départ cherché d'abord ce sentiment, ce plaisir sentimental à être avec l'autre, mais ayant eu tout de suite une communion, d'abord d'amitié, ne passent pas par cette crise-là. Et puis, au cours des phases de l'amour d'amitié, il peut y avoir à un moment donné, dans le couple, une sorte de nuit de l'esprit, à savoir, on a vieilli, on est ensemble, les enfants sont partis, et on se demande si la vie, on ne l'a pas gâchée, si on n'a pas sacrifié sa vie aux autres, et qu'on n'a pas eu le temps de se voir vieillir. Donc ce domaine de la psychologie, beaucoup plus concret, on le voit, détermine des lois fréquentes, qu'on pourrait à la rigueur étudier grâce à une science humaine appelée la psychologie. On pourrait étudier la fréquence de ces épreuves-là. Pour cela, on se servirait d'une science moderne qui utilise un outil mathématique, les statistiques, les probabilités, et qui, en interrogeant les personnes, en leur demandant dans leur couple, est-ce qu'ils ont connu cette nuit des sens, on verrait la proportion. Et on trouverait que ce n'est pas universel. Alors que, au contraire, dans la Philosophia Perennis, il était universel, par exemple, qu'une des lois de l'amitié, c'est la fidélité et de ne pas trahir. Ces deux approches, on le voit, sont complémentaires. Et ceux qui sont passionnés de Philosophia Perennis, souvent, ont du mal à rentrer dans cette philosophie beaucoup plus souple, beaucoup plus pratique. C'est un petit peu pareil, d'ailleurs, en théologie, puisque les parties se retrouvent. Chez saint Thomas d'Aquin, l'étude de la relation à Dieu est faite de manière fort abstraite, avec des raisonnements précis et des choses qui se passent toujours. Chez sainte Thérèse d'Avila, l'étude de la relation à Dieu étudie le cheminement à travers le temps, à travers une vie de la relation à Dieu, avec ses nuits. Eh bien, on retrouve cela en théologie parce que tout simplement, les théologiens disent que la relation à Dieu étant un amour d'amitié, il fonctionne comme l'amitié humaine. Alors, troisièmement, autre partie de la philosophie pratique, philosophie des cas généraux, c'est la politique. Mais une politique qui ne va plus être étudiée, encore une fois, dans ce qui est éternel, permanent dans les communautés humaines, mais dans ce qui est beaucoup plus concret et qui est lié au temps et au lieu. Il y a des lois des communautés politiques. Par exemple, une communauté, elle a un devenir, elle cherche à se développer, à dominer les autres. Puis si elle arrive à dominer les autres, à un moment donné, elle s'installe dans son confort, les générations passent, et en général, les gens étant habitués au confort, ils font moins d'efforts et arrive une autre communauté qui prendra sa place de première. Ces lois-là, ces mécanismes-là, sont des mécanismes sociologiques. Donc on peut étudier la politique à travers son développement concret par une science humaine qui elle aussi utilise les statistiques, les probabilités, qui se nourrit de l'histoire des peuples, de l'observation des fonctionnements des groupes humains, et elle va établir ces séries de lois. Cette philosophie pratique est beaucoup moins utilisable dans les parties comme la métaphysique, comme la physique et comme la philosophie du vivant. En effet, il est beaucoup plus facile d'étudier ces domaines-là dans la Philosophia Perennis, parce que ces domaines-là sont beaucoup plus structurés, beaucoup plus universels dans leur fonctionnement que les parties pratiques que je viens de décrire. Pourtant, il y a une certaine place pour cette philosophie des cas généraux dans ces domaines-là.
En effet, en métaphysique, on peut se poser la question, en tant qu'être, ce que c'est que ce devenir humain. Le statut métaphysique de ces choses qui passent, qui ne se produisent pas toujours de la même façon. De même, en physique, il y a une façon d'étudier certains phénomènes qui ne se produisent pas tout le temps de la même façon. Et on est en train d'intégrer dans une physique des petites particules, des particules subatomiques, une loi comme ça des probabilités. De même, dans la philosophie du vivant, il y a une certaine place aux cas généraux. Par exemple, dans la reproduction des espèces, en général, ça fonctionne, c'est bien fait. Mais il y a des espèces qui ont la probabilité de disparaître parce que leur mode de fonctionnement au niveau de la reproduction est trop aléatoire. Il ne se produit pas systématiquement, il se produit le plus souvent. Et donc parfois il ne se produit pas. On voit d'ailleurs, au cours de l'évolution des espèces, certaines ont disparu. Et ce n'est pas la fin habituelle, la finalité habituelle d'une espèce que de disparaître, que d'être dévorée par une autre. Donc, ce qui se produit de temps en temps est bien un domaine qui n'est pas universel, mais qui est dans cette partie-là, dans cette approche-là, digne d'être étudié comme des cas généraux. Alors j'avais dit en introduction qu'il y a une troisième catégorie d'être, c'est ce qui se produit de manière particulière, une seule fois. Et là, on rejoint véritablement la réalité des choses. Quand je regarde une personne humaine, on peut dire que son histoire, elle est unique. Certes, dans une personne humaine, il y a des aspects universels, comme je le disais, toute personne humaine a par exemple une tête. Il y a des lois générales, par exemple, toute personne humaine aspire normalement à des relations humaines. Toutes, non. Quelques-unes sont solitaires. Et puis il y a les cas particuliers. Par exemple, je suis le fruit des circonstances de mon enfance. Et pour comprendre véritablement ma personnalité, si je veux vraiment l'atteindre, il faut connaître toute mon histoire depuis tout petit. Non seulement l'aspect génétique particulier que j'ai reçu et qui est unique de mes parents, mais aussi l'époque où j'ai vécu, et toute une catégorie comme l'éducation reçue, le niveau social des parents, le lieu où j'ai vécu, la culture du pays où j'ai vécu, etc. Ce domaine d'étude, qui est particulier donc à mon cas, dit quelque chose de ma réalité. Et donc, il fait bien partie de la philosophie, même si, n'étant pas porté sur l'universel, mais sur un cas particulier, ce n'est pas véritablement une science. C'est plutôt une connaissance individualisée. Et cette discipline qui étudie la personne humaine dans son individualité s'appelle la psychanalyse. Je ne parle pas de la psychanalyse freudienne, qui elle est une idéologie qui réduit l'individualité à la seule libido dans l'enfance. Je parle d'une psychanalyse réaliste qui tient compte de tous les critères, qui forment un être humain concret à partir de son histoire. De même, appliqué aux communautés humaines, chaque communauté, par exemple la communauté de la France, ne se comprend que par son histoire, ce que sa mémoire a retenu. Et si je veux bien comprendre ce qui caractérise particulièrement la France, et ce qui la différencie par exemple de la Wallonie qui pourtant parle la même langue, eh bien il faut que je regarde l'histoire. En Wallonie, on a un roi depuis le début. En France, depuis 1789, on n'a plus de roi, et même on a tué le roi. Eh bien ça a une influence extraordinaire sur la façon de considérer les choses. Le peuple de France est beaucoup plus révolutionnaire, beaucoup plus râleur, beaucoup plus iconoclaste face à ses élites que le peuple de Wallonie. Et pourtant, la Wallonie est un morceau historique, on pourrait dire, de la France. Eh bien, pour connaître parfaitement toute l'histoire d'une communauté, il faut remonter bien plus loin.
La mémoire ne doit pas se contenter, par exemple, comme c'est le cas actuellement, d'étudier la Seconde Guerre mondiale. Elle doit être complète, y compris avec ce qui est préhistorique et ce qu'on peut retrouver. Parce que ces racines préhistoriques ont une influence. Si dans nos campagnes il y a encore des pratiques animistes, des pratiques occultes de guérison, c'est que c'est une tradition qui remonte certainement à ces époques très très lointaines. Eh bien, cette philosophie-là particulière qui étudiera les communautés en fonction de leur histoire, de leur devenir, du climat, du lieu où elles ont vécu, des guerres subies, etc., s'appelle la philosophie de l'histoire. Certes, il y a des choses universelles, à savoir que tous les hommes vivent ainsi, dans une communauté qui a une histoire. Il y a des choses générales, des lois qu'on peut établir, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à savoir que toute communauté a des moments de progression et des moments de décadence. Et puis il y a l'aspect particulier de telle communauté. Aristote, pour le faire, était parti de l'expérience et il avait étudié de nombreuses constitutions des villes d'Athènes. Son but, à lui, c'était de chercher la meilleure constitution, donc de faire une sorte de philosophia perennis. Seulement, si on veut être réaliste, il fallait bien retourner au réel pour constater que, en fonction des peuples, telle constitution ne marchera pas. Certains peuples ont une maturité particulière pour avoir un roi et d'autres peuples ne supportent pas cela. Alors il y a certainement d'autres approches, des dizaines d'autres approches, mais cette leçon, aussi courte soit-elle, montre un petit peu comment le réel, sans arrêt, est notre maître. Et qu'il ne faut mépriser aucune des approches, celles qui ont été découvertes après Aristote, ainsi que celles qu'a découvert Aristote lui-même. Le but étant, comme toujours, de connaître ce qui nous intéresse seul en philosophie, à savoir la réalité tout entière.